Viens me rejoindre s'il te plaît. Notre invité ce soir est André Haddad, qui est CEO de Shopping.com dans le groupe eBay, petite entreprise. Alors André, raconte-nous, où est-ce que tu es né? Je suis né à Beyrouth. Beyrouth, d'une famille qui venait de Khartoum, c'est ça? D'une famille qui a un passé un petit peu compliqué parce que mes parents se sont rencontrés au Soudan. Mon père, en fait, mes grands-parents avaient fondé un business à Khartoum, qui à l'époque était une ville en plein développement. Il y avait pas mal de gens du Moyen-Orient qui étaient venus pour lancer le commerce, qui n'existait pas à l'époque. Et ils se sont rencontrés. Alors, du côté de mon père, c'est des commerçants qui viennent de Turquie et de Syrie. Et du côté de ma mère, c'est des commerçants qui viennent de Syrie, qui sont retrouvés au Soudan, début des années 60, puis ils sont mariés à la fin des années 60. Et à l'époque, ils avaient décidé de s'installer à Beyrouth, qui était la ville qui montait. Et donc, c'est installé là-bas. Et donc, moi, je suis né en 71 à Beyrouth, quelques années avant le début de la guerre. On disait à une époque que Beyrouth était le Paris du Moyen-Orient. C'est une légende ou qu'est-ce que tu Alors, moi, j'ai entendu la Suisse du Moyen-Orient. Ouais. C'est une légende un petit peu pour moi, honnêtement, parce que je n'ai pas connu Beyrouth. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'étais... Notre maison est située à peu près 500 mètres de la ligne de démarcation entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest. La ligne verte. La ligne verte, qui a été à maintes fois photographiée et filmée et qui a été défigurée pendant les 15 années de guerre. C'était le centre-ville finalement, qui était le melting pot de la ville. C'était à l'époque une ville avec plein de confessions, plein de groupes religieux, plein de gens finalement de la région qui étaient venus s'installer là-bas pour des raisons, disons, soit culturelles, soit d'ouverture d'esprit. Il y avait des grandes universités, il y avait finalement une certaine tolérance qui n'existait pas vraiment dans les autres pays du Moyen-Orient. Et donc il y avait une sorte d'intelligentsia qui faisait un petit peu le charme et les contradictions de la ville. Et tous ces gens-là étaient vraiment installés vraiment dans le centre historique de Beyrouth, qui est le centre qui a été défiguré par la guerre. Qu'est-ce qui a rompu cette coexistence? Parce que moi j'ai entendu, tu sais, une partie de ma famille moyenne-orientale, et j'ai entendu le Liban, Beyrouth, c'était extraordinaire, dans ce melting pot, dans cette tolérance. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'étincelle? Je crois que chacun a son point de vue là-dessus. C'est le tien qui nous intéresse. Moi, mon point de vue, écoute, moi je crois que mon point de vue a beaucoup évolué sur les 20 dernières années. Je pense que quand tu fais partie du conflit, tu as forcément un point de vue qui est extrêmement biaisé par dans quel camp tu te retrouves. Tu es dans le camp de gauche, de droite, tu es dans le camp chrétien ou le camp musulman, tu es dans le camp pro-Israël, tu es dans le camp pro-pays palestinien. Et finalement, ce conflit a justement adopté tous ces camps et tous ces visages à fur et à mesure que les années ont passé. Ça a commencé par un petit peu un conflit qui était un microcosme du conflit qui existait entre les Israéliens et les Palestiniens, parce que finalement, les historiens peuvent dire que l'étincelle du conflit au Liban, c'est la présence, une très forte présence palestinienne qui en fait date du moment où les Palestiniens ont quitté Israël et qui sont retrouvés dans des camps qui n'ont pas été bien réfléchis, bien mis en place, et qui sont rapidement devenus une sorte de milice de pouvoir dans le pouvoir, et dont les services ont servi à faire prévaloir certains points de vue de certains partis par rapport à d'autres. Et donc c'est un petit peu l'analyse historique des choses, et l'étincelle, c'est finalement la présence palestinienne. Maintenant, je pense qu'avec le recul et avec l'évolution de moi, ce que je vois, l'évolution de la situation,
la religion a été un prétexte, les nationalités c'est un prétexte, les conflits régionaux c'est aussi un prétexte. Je dirais qu'en fin de compte, personnellement, mon analyse de la situation, c'est la source du conflit, c'est une recherche du pouvoir, l'absence d'un processus démocratique réel qui permet de finalement transformer cette lutte de pouvoir en une élection, en une lutte de parti, en une lutte démocratique. Et l'alternance. Et l'alternance, et puis un respect finalement du vote de la majorité. Et je pense que l'absence de ce processus démocratique, alors il y avait bien sûr des élections, il y avait une assemblée nationale, il y a un président qui est élu, etc. Mais c'était finalement plus une façade qu'un processus démocratique réel. C'est une combine. Oui, bah, déjà, je pense que c'est quand même bizarre d'avoir un système démocratique qui se transforme en quota en fonction des religions. Alors ça, c'est un truc qui a surpris plein de gens, mais après l'indépendance du Liban en 1943, il y a eu une sorte de consensus national qui fait que le président doit être maronite, qui à l'époque était finalement le groupe religieux le plus important dans le pays. Ce sont des chrétiens catholiques. Oui, c'est une sorte de chrétien catholique. Ensuite, le Premier ministre doit être sunnite. Ça c'est musulman. Donc musulman. Et puis, le président de la Chambre doit être chiite. Sur les catholiques et les protestants de l'islam, en quelque sorte. Un petit peu. Alors ensuite, il y a des détails, de, bon, alors tel ministère, ce serait mieux si c'était un X, ou tel poste, ce serait bien d'être un Y. Et je pense que ce genre de raisonnement, finalement, a très rapidement abouti à un clientélisme très répandu, à une certaine pensée sectaire, qui a fait que le processus démocratique qui existait en façade n'a pas vraiment pris des origines et des racines très fortes. Est-ce que je me trompe si je pense que ça te préoccupe? Non, tu ne te trompes pas, j'ai encore une partie de ma famille qui est là-bas. Je suis navré par les événements récents. Donc, non, ça me préoccupe toujours. Qui de ta famille est là-bas? Mes parents vivent 6 mois par an à Beyrouth, 6 mois par an à Paris. Et puis mes grands-parents, tu as des frères et sœurs? Mes oncles, mon frère, il habite à Paris. Qu'est-ce qu'il fait ton frère? Il travaille chez Google. Il y en a qui est chez l'autre chez Google. Vous n'avez pas visé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour une famille de commerçants moyen-orientaux, ta société s'est appelée Ibazar. Comment est-ce que tu as fondé cette société? Ben, j'ai en 90, alors l'histoire que... On ira en avant en arrière dans l'échelle du temps. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'eBay, c'était en 98. C'était juste après l'introduction en bourse d'eBay, puis peut-être, je ne sais pas, vous vous en souvenez, ça faisait partie des premières boîtes qui sont introduites en bourse. Et j'avais un petit peu lu l'histoire dans la presse d'eBay. J'étais fasciné par le concept de gens qui ne se connaissent pas, qui s'échangent des produits, qui se payent sur Internet. Et en 98, j'étais encore chez Procter, où j'étais chef de produit Ariel, grande marque de lessive que je suis sûr vous souvenez, qu'il a plus blanc que blanc. Et je ne cherchais pas forcément à me lancer dans Internet, mais j'étais fasciné par ce concept et je suis allé sur ebay.com. Et je suis un collectionneur de disques. Quel genre de disques? Musique électronique. Donc je ne pouvais pas rater une opportunité d'acheter des disques moins chers, parce que j'ai remarqué que les prix étaient beaucoup moins chers sur eBay. Et donc, bon, $10, $15, je vais me lancer dans l'aventure d'acheter auprès d'un inconnu. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui vendait de la musique qui m'intéressait, donc j'ai acheté ces deux CD. Et 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'enveloppe avec les CD, avec une petite note du vendeur qui me disait c'est très américaine, I'm so excited, my first French customer, don't forget to leave me feedback, I'm trying to build my business on eBay. Et je me souviens
d'avoir pensé. C'est incroyable. Je n'ai pas eu ce genre d'expérience de commerce un petit peu entre particuliers. Une sorte de modèle hybride entre les petites annonces et le vrai commerce, une sorte de commerce à visage humain. Et ça m'a beaucoup plu. Et quelques mois plus tard, j'étais en grande discussion avec un de mes amis d'HEC qui avait travaillé chez Goldman, qui a travaillé sur la production en bourse de l'eBay en 98. Et en parlant, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux une certaine passion avec une perspective un petit peu différente. Lui, il voyait bien le business model, il voyait bien le potentiel de création de valeur avec le modèle eBay. Et puis moi, j'avais un petit peu plus d'expérience d'un utilisateur, même si je n'avais pas beaucoup utilisé le site, mais cette première expérience, comme on dit chez Procter, the moment of truth, sa première expérience qui est un petit peu ce moment de vérité. Et c'était une expérience assez unique. Et donc on en a parlé, et on s'est dit, tiens, lançons l'eBay de France. Donc on a fait une petite recherche, et puis on est tombé sur Pierre-François Grimaldi, qui est un entrepreneur du net, du Minitel, qui avait une boîte qui s'appelait Telestore. Il avait lancé plusieurs sites Minitel qui avaient eu un grand succès d'audience et qui avait fondé une sorte de business sur Minitel, qui avait vu l'évolution de l'Internet et qui voyait bien que le Minitel n'allait pas survivre à Internet. Et donc en discutant avec Pierre-François, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose ensemble, d'autant plus qu'il venait juste de sortir une sorte de premier site embryonnaire du bazar. C'était Télébazar à l'époque. Pierre-François, on a changé de nom. Télébazar, c'était les années 80. Ça a été militaire, on a changé de nom à eBazar. Et donc on a trouvé qu'eBazar était un nom qui était disponible. Et on a tout de suite acheté ebazar.com, .fr, .co.uk, .de, tout le... Et donc moi j'ai passé mon été à travailler le matin et pendant la journée chez Procter et le soir pour lancer eBazar. On savait bien que c'était un secteur qui allait bientôt chauffer à bloc. On savait que certaines équipes allaient lancer des concurrents sur le marché. On avait un petit peu peur de l'arrivée d'eBay, mais surtout on savait que QXL, qui à l'époque était un concurrent basé à Londres, allait lancer sa version française. On savait qu'Auckland, qui avait obtenu beaucoup de presse en France à cause de ses relations avec Bernard Arnault et EuropaWeb, qui avait en fait levé des fonds avec EuropaWeb, allait arriver sur le marché français. Donc vous savez qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc on a énormément travaillé l'été 99, et en un temps record, en 3 mois, on avait un site, on avait une marque, on avait des URL déposées, et puis j'ai fait à l'époque, enfin maintenant que j'y réfléchi, je pense que j'aurais pas fait ce même pari maintenant en 2008, mais j'avais convaincu mes collègues qu'il fallait qu'on investisse beaucoup d'argent dans une campagne de publicité à la télé. Et tu as fait donc l'équivalent de la mère Denis voilà. Pour les plus anciens. Oui, alors bon, à l'époque, on n'avait pas vraiment encore de levée de fonds. On n'avait pas donc finalement d'argent à dépenser avec une agence de pub sur une campagne média, mais on était tombé sur une agence de pub qui était prête à faire le pari avec nous et finalement à être rémunérée en stock option, ce qui était extrêmement original pour l'époque. Et donc on s'est un petit peu creusé la tête, on a discuté un petit peu avec nos avocats et puis on a réussi à rémunérer notre agence de pub avec des stock options eBazar. Et donc ils se sont dit, bon, on va faire le pari avec vous, et ils ont vraiment travaillé comme des chiens pour créer une campagne qui a été un grand succès. C'était la campagne qu'on a lancée en septembre 1999 et qui, en l'espace de 12 mois, nous a vraiment propulsé d'un site avec 3 objets qui se battaient en duel, une place de marché avec 250 000 produits qui étaient en vente, avec un trafic en 18 mois qui avait atteint à peu près les 4 millions de visiteurs uniques par mois. On était dans le top 5 de l'audience en France, et c'est un modèle qu'on a rapidement répliqué et on s'est étendu en Europe, dans plein de pays, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède et au Brésil. Parle-nous un peu de la campagne de publicité.
À la campagne de pub. Tu tournes autour, mais tu ne me la racontes pas. La campagne de pub est très très simple. Ça part d'un principe très prospérien qui est de. Quand un nouveau produit, enfin moi c'est un truc que j'ai appris chez Procter, c'est un truc assez basique qui a pas mal de sens, mais quand tu lances une nouvelle catégorie, il faut expliquer ce que c'est que le produit. Et il faut montrer le produit en marche, en fonctionnement. Bon, pour un site web, c'est pas évident parce que, bon, un site web à l'époque, en 99, on a du mal à s'en souvenir, mais c'était pas un truc dont tout le monde, enfin, que tout le monde pouvait accéder. C'était cher, modem, bon, 56K c'était super, il y avait plein de gens qui étaient encore, je sais pas quoi, 28.6, exactement, j'ai oublié. Et les ordinateurs n'étaient pas vraiment prévalents, enfin, bref. Quand on a parlé avec des gens qu'on a interviewés un petit peu dans la rue, parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire de la vraie recherche, on leur a dit qu'est-ce que vous pensez du concept d'enchère sur Internet? Les gens l'ont regardé. On ne comprend pas enchère, c'est Drouot, on va dépenser, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros ou de francs ou des centaines de millions pour acheter une œuvre d'art, c'est pas pour moi. Alors c'est peut-être Drouot sur Internet, mais c'est pas pour moi. Et donc nous, tout ce qu'on a voulu faire, c'est démontrer que ces enchères sur Internet, c'est pas des enchères au sens classique du terme, mais c'est tout simplement une façon nouvelle, rigolote, pour acheter et vendre. Et donc, on a eu l'idée et c'est l'agence qui a eu cette idée, de la mère Denis d'Internet. Donc, c'est l'arrivée de Simone, qui est une dame d'une certain âge, à peu près, je sais pas, elle nous a jamais vraiment dit son vrai âge, mais on soupçonne entre 60 et 75 ans, qui, dans le premier spot publicitaire, elle est dans un marché, dans la rue, et elle siffle, et elle fait venir les gens. Elle leur dit, regardez, c'est le premier marché sur Internet. Et donc les gens commencent à lui poser des questions. Est-ce que je peux trouver une guitare électrique? Et donc là, il y a une démo du site, eBazaar, elle tape guitare électrique, et bon, bien sûr, il y a 14 000 guitares électriques, il n'y en avait pas à l'époque. Mais on a un petit peu anticipé... on a un petit peu anticipé l'essor du site. Et bref, donc elle a été une partie majeure de... finalement, la campagne a démontré que c'était quelque chose de facile, parce que si Mère Denis peut le faire, moi je peux le faire. Quelque chose dans lequel je peux faire confiance. Et là, c'était une énorme barrière, la confiance. Et ensuite, ça a montré que ce n'était pas les enchères en tant que telles, mais c'est juste une nouvelle façon d'acheter et vendre. Une façon qui est plus efficace, plus rigolote, plus simple. Et elle a eu un énorme succès. Moi, je me souviens, le 18 septembre 1999, on était là. Henri Moissinac, je sais, était venu quelques semaines vous parler. Il vous a probablement raconté sa propre version d'eBazaar. On regardait notre bande passante, et Henri avait bossé très dur avec notre fournisseur de bande passante pendant les semaines d'avant pour énormément accélérer les machines serveurs, la bande passante, etc. Et on regardait, je me souviens, on avait acheté pour 4 mégabits seconde de bande passante. On devait être à moins de 0,05 avant la sortie de la campagne. Donc on s'est dit, bon, 4 mégabits, c'est énorme, on ne va jamais y arriver, mais bon, on va quand même prendre des précautions. Et je me souviens, le premier spot est passé sur M6 à 18h30 le 18 septembre. On regardait la courbe de la bande passante. Le spot se termine, on regardait sur un écran télé à droite, l'ordinateur à gauche. Le spot se termine. 5 secondes plus tard, la courbe fait ça et sort du maximum de 4 mégabits. Et donc le site a craché. On a eu tout de suite, juste après ce premier post, on pense qu'on avait eu à peu près 200 000 visites sur les 10 minutes qui ont suivi le... Parce qu'à l'époque, finalement, on était l'une des premières marques qui communiquait sur la télé, première marque Internet qui communiquait sur la télé, et ça a eu un effet nouveauté qui nous a vraiment porté. Et ensuite, bon, évidemment, Henri et son équipe ont bossé pour augmenter la bande passante, acheter les serveurs, etc. Et puis en 18 mois, on avait plusieurs millions de visiteurs uniques.
Et en 18 mois, on est passé de 3 employés à 250 employés sur 8 pays. On avait un site en 6 langues. Et on avait un volume de transactions de ce qu'on appelle dans le langage JP GMV, Gross Merchandise Volume, de 1,2 milliard d'euros. Alors tu as parlé de... on va revenir un petit peu en arrière. Tu as fait plusieurs fois référence à Procter. Ça a été une bonne école. Je te vois même sourire quand tu y repenses, donc ça fait plaisir. Tu as fait des études secondaires ou ça? Moi j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac à Beyrouth. Et après tu es venu à Paris? Après je suis venu à Paris, j'ai eu complètement par hasard, je me suis pris en prépa HEC. Ouais. Parce que parce que il y avait la lumière, il y avait le Je suis arrivé très en retard parce que le bac a été... Ah oui, oui. À cause de la guerre. À cause de la guerre, le bac a eu uniquement en septembre, et donc je suis parti en novembre à Paris, et puis j'ai fait une prépa à lycée Florent Schmitt à Saint-Cloud, en région parisienne, qui m'a déjà accepté par charité. Sinon, tu aurais fait quoi comme prépa s'il n'y avait pas eu ça? Je ne sais pas si j'aurais fait, c'était la seule prépa qui m'avait accepté. Mais quand tu passais ton bac, tu avais une idée? Quand je passais mon bac, je savais pas trop en fait. C'était un petit peu, c'était des conditions un peu difficiles, donc on pensait pas tellement à. Surtout au lendemain, ouais. Donc tu as fait une prépa HEC, tu as fait HEC, et en sortant de HEC, tu t'es fait embaucher par Procter. Alors j'ai fait un stage chez Procter, mais en sortant de HEC, j'ai bossé pendant 1 an dans le conseil chez Booz Allen. Ça ne m'a pas beaucoup plu. Oui, quand on reste un an. Et ça n'a pas plu parce que... Parce que c'était pas très créatif. Je faisais des PowerPoint toute la journée avec pas mal de data crunching, des interviews. Et finalement, je faisais des PowerPoint et on faisait des présentations. Et puis j'avais pas l'impression que ça allait aboutir à quelque chose. Ça allait aboutir à un produit, à un plan d'action. Donc au bout de 12 mois, je me suis rendu compte que même si c'était plus prestigieux sur mon CV d'avoir Strategy Consultant, en fait, ce qui me faisait plus, c'est des produits concrets. Et donc j'ai rappelé Procter qui m'avait proposé de les rejoindre et que j'avais décliné à l'époque. Je leur ai dit, est-ce que je peux vous rejoindre 1 an plus tard? Ils m'ont dit oui, mais il va falloir que vous repassiez tous les entretiens et d'ailleurs vous recommencez à zéro. J'ai dit, ok, pas grave, donc j'ai repassé les entretiens et j'ai recommencé à zéro. Et donc c'est une sorte d'année perdue, mais finalement ça m'a permis de savoir ce que je voulais. Oui. Donc tu es resté combien de temps chez Procter? Je suis resté 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc ça a été ton école de commerce? Oui, ma deuxième école de commerce. Parce qu'en HEC on dit une école de commerce, mais peut-être c'est Procter. C'est un billet. C'est un billet. Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais chef de produit Ariel? Alors, oui, j'ai commencé en tant que. Quand on démarre chez Procter, on commence assistant dans le marketing, on commence assistant chef de marque. Ou assistant chef de produit, pardon, je pense que c'est le titre exact. Et donc, j'étais l'assistant chef de produit sur Vizir. J'ai travaillé sur Vizir pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai été promu sur Ariel, parce qu'Ariel, c'est la grande marque. Vizir, c'est la petite marque, Ariel, c'est la grande marque. Et donc, j'ai travaillé, j'ai fait des trucs, finalement, j'ai beaucoup appris. J'ai appris l'importance de bien comprendre son consommateur, parce que c'est vraiment la source de, je pense, de l'avantage de Procter, c'est une excellente compréhension des besoins du consommateur. J'ai aussi appris une règle finalement très simple qui est que si on a un super produit, quand on fait savoir, on crée un business. En revanche, si on n'a pas un très bon produit, même si on dépense beaucoup d'argent pour le faire savoir, ça ne va pas créer un business. Et c'est un petit peu un principe de base de Procter, c'est de créer des produits qui, on peut débattre, est-ce que ça a l'air plus blanc ou blanc, mais en général, ils lancent des catégories où ils ont lancé des catégories où il n'y avait finalement pas d'alternative. Par exemple Pampers. Oui. Moi, je dis Pampers parce que j'ai des jumeaux qui ont 16 mois et j'échange 4 fois par jour, 5 fois par jour.
Et je ne peux pas imaginer comment on faisait avant ton père. Je me souviens. On va rester là. Mon père, c'est alors, un autre truc, mais moi que j'utilise pas mal à la maison, c'est comment ça s'appelle une espèce de balai là. Swiffer. Swiffer. Ah, Ça c'est bien. C'est ultra simple. Swiffer. C'est ultra simple à utiliser. Ça. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Non, personne. C'est un balai en plastique avec. T'en as amené là? Changer de job. J'ai passé sur le lancement de Swiffer d'ailleurs, mais juste pendant les 2 derniers mois. Swiffer, bon, bon. Quand on pense à la maison et on pense aux catégories de où est-ce que les gens passent leur temps dans la maison et où est-ce que c'est des tâches finalement pénibles, le nettoyage c'est toujours pénible, surtout pour enlever la poussière avec un balai, etc. C'est pas très efficace. Donc ils ont créé un nouveau balai qui ressemble à un balai mais qui a une sorte de tissu aimanté qui attrape la poussière, qui fait que tu passes une fois et hop c'est fini. Et c'est jetable. Et c'est jetable. Et donc, tching. Et Swiffer récurrent qui réchauffe le cœur. Swiffer, après 1 an de lancement, crée un chiffre d'affaires d'$1 milliard pour la boîte. C'est quand même énorme. Et il n'y avait personne. Et il y avait personne, et puis il n'y avait personne pour réfléchir. Ah bah tiens, enlever la poussière, il y a un balai, ça marche. Mais en fait, c'est le genre de réflexion que Procter peut avoir, c'est de dire non, ça ne marche pas, parce que quand tu entends les consommateurs, oui, quand tu écoutes les consommateurs, ils sont hyper frustrés, ou elles sont hyper frustrées plus souvent. Elles sont hyper frustrées parce que c'est un truc qui est pénible. Donc, et je trouve que ça c'est un très bon principe que j'ai appris de Procter. Mais André, c'était pas le CEO de Procter qui s'appelait Laflay ou Lafer, qui passait une journée par mois chez une consommatrice pour voir comment la consommatrice utilisait le produit pour ensuite revenir avec les idées. Le CEO du groupe, non? Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai... Étonnant. Bon, c'est pas forcément d'ailleurs, mais... C'est comme ça que faisait Margaret. Non, en fait, c'est moi qui ai lancé ça chez Procter. Parce que quand je suis arrivé chez eBay. Parce que quand je suis arrivé en 2002, je me suis rendu compte qu'en fait, notre équipe de produits et de technologie créait plein de features, mais on se demandait si c'était... Moi, je ne savais pas, j'avais aucune stat qui me disait que les gens arrivaient à utiliser ces features et s'ils aimaient bien ou si ça produisait une valeur quelconque. Et quand je suis arrivé en 2002, les deux premiers trucs que j'ai proposé de faire, c'était un peu controversé à l'époque, mais maintenant qui font vraiment fait partie du business, c'est premièrement, c'est d'installer un système de tracking de toutes les pages et tous les liens pour savoir qui clique sur quoi, comment et quand est-ce que quelqu'un qui commence à enchérir s'arrête où, pourquoi, etc. Et ensuite, pas tellement le pourquoi, mais plus l'aspect quantitatif. Ensuite, pour compléter ça, le pourquoi du comment, c'est créer des labos d'usabilité. Donc on a maintenant 5 labos d'usabilité sur le campus d'eBay, et puis on en a créé 2 autres en Europe. Puis on fait appel aussi à des gens qui font ça comme business, comme des consultants. Et ça a apporté une énorme... et d'ailleurs, pour lancer ce programme, parce que tu parlais de H. Lafley, pour lancer ce programme, j'avais organisé en fait 2 journées, et c'était ultra pénible pour Meg et Co. À l'époque, on n'avait pas encore les labos construits. C'était pour obtenir justement l'accord pour construire ces labos, parce que ça coûte quand même pas mal d'argent. J'avais organisé dans une agence à San Francisco une journée entière où nos utilisateurs étaient face à leurs écrans, face à des micros, et on leur demandait d'utiliser le site. Et puis toute l'équipe dirigeante eBay était derrière un miroir teinté pour voir ce qui se passait. Et donc c'est un peu l'équivalent finalement de Lafley qui va voir la consommatrice qui utilise les produits, mais un petit peu différent. Mais le concept, c'était vraiment de connecter l'équipe dirigeante avec l'utilisateur de base du produit, et pas seulement l'utilisateur qui nous envoie des emails et qui se plaint au service conso. Parce que cela, on avait plein de messages. Les gens connaissaient l'adresse email de Meg, parce qu'elle est très simple, c'est meg@ebay.com.
Donc, ils ont un problème avec le truc, meg@ebay.com, ils envoient l'email et ensuite Meg le renvoie. Mais c'était surtout des vendeurs, c'était surtout des gens qui étaient bien formés à utiliser le site. C'était pas l'acheteur et c'était surtout pas l'acheteur de grande masse, de mass market. Et donc, une des choses dont je suis très fier et que j'ai lancé chez eBay, qui a radicalement changé le processus de développement produit, c'est finalement la compréhension de l'utilisateur, à la fois au niveau quanti avec tout ce qui est tracking, et au niveau quali avec l'observation de nos utilisateurs devant le site, devant les pages et leur utilisation de notre produit. Et je pense qu'il n'y a rien qui le remplace. Et je pense que j'ai été nommé CEO de Shopping la semaine dernière et je constate que ce shopping, c'est pas un truc qui est dans la culture. Et donc, l'une des premières choses que je vais faire, c'est faire venir nos utilisateurs et mettre un visage sur les dollars. Ouais. Je peux te taquiner deux secondes là sur parce que je suis, comme probablement chacun d'entre nous, utilisateur d'eBay. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi que lorsque je clique sur Buy Now, parce que j'aime pas les enchères, je me méfie des snipers et tout ça. Je ne plus sur Buy Now. Pourquoi il faut autant de clics pour terminer la transaction? C'est moi aussi. Quand je mets Buy Now, pourquoi est-ce qu'il faut, je ne sais plus combien, je crois que c'est au moins 6 clics, et un autre login, un mot de passe, pour terminer la transaction? Est-ce que vous ne gagneriez pas plus d'argent si c'était... Si Buy Now, c'était... Buy Now, voilà, ça, je suis décidé. On me demande de confirmer que vous êtes sûr, c'est pas Parkinson. Et donc, une fois hein? Oui, je suis très d'accord. Il n'y a aucune excuse. Non, c'est pas la peine. Parce que maintenant, tu vas tenter. Il n'y a vraiment aucune excuse. Je pense que il y a deux trucs principaux qui sont pénibles dans des écrans d'achat. Premièrement, c'est s'authentifier. Alors même si tu acceptes de rester, d'avoir notre cookie, de rester authentifié sur le site, on redemande quand même, parce qu'on a un petit peu peur de comptes qui sont hijacked, donc qui sont tirés par pirater. Donc ça, c'est introduit un écran que souvent dans les sites de commerce, tu ne peux pas, parce que bon, tu te lances en checkout directement. Et ensuite, le deuxième, c'est PayPal. Parce que si tu utilises PayPal pour payer, PayPal a une protection supplémentaire il faut aussi authentifier ton compte PayPal. Je sais. Non, mais bon, on va passer par là de toute façon. Mais c'est plus t'as une autre catégorie de problèmes. Il y a plein de ces trucs que j'aimerais bien changer. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Parce que là tu viens de devenir CEO de shopping.com. Qu'est-ce que tu veux transformer dans shopping.com? Est-ce que tu peux le dire? Non, je ne sais pas encore. Je vais passer les prochaines semaines à essayer de bien comprendre le business et à comprendre ce que font les gens, quelles sont les choses qui marchent pas, etc. Comment est-ce que tu as vendu Bazar en plus en arrière? Comment est-ce que tu as vendu Bazar à eBay? C'est eux qui l'ont acheté ou c'est toi qui l'as vendu? Non, c'est eux qui l'ont acheté. Ils nous ont même fait une offre en 2000 pour $1 milliard qu'on a refusé. Donc, on est un petit peu... On s'était pas rendu compte qu'en mars 2000, le marché allait se cracher. Parce qu'ils nous ont fait l'offre en février 2000. Et à l'époque, on s'est dit que QXL vient de s'introduire en bourse. Ils valent $2,5 milliards en bourse. Donc. Et puis on a regardé leurs métriques. Donc on était mieux. On veut moins 5. Non, on ne voulait pas moins 5, mais nous on s'est dit on était au moins aussi, on était meilleur que QXL au niveau de métriques, que ce soit les utilisateurs, l'activité, la GMV, etc. Et donc on s'est dit, attendez, on vaut 2 milliards aussi. Et malheureusement, c'est pas. Donc finalement, un an plus tard, ils se sont rendus compte que nous on s'est rendu compte que bon, on ne valait pas 2 milliards. Ni 1 milliard. Et eBay s'est rendu compte qu'ils avaient lancé eBay en France et eBay en Italie et ils n'y arrivaient pas. Parce qu'il y a un tel avantage pour le premier entrant sur le business des enchères ou le business des places de marché. Finalement, il y a tout ce cercle
qui fait que les marchands veulent être là où il y a du trafic, et puis les acheteurs, le trafic va être là où il y a de l'offre. Donc si tu veux, c'est très difficile de casser cette dynamique vertueuse, ce cercle vertueux. Et donc les deux parties ont réajusté un petit peu leurs attentes après ces expériences. Et donc eBay nous a proposé de nous racheter en 2001, début 2001, et puis finalement ils nous ont racheté en avril 2001 pour 140 millions. Et ils t'ont pris en otage? Non, ils n'ont pas. J'avais une période de 3 mois. Mais en fait, c'est moi qui ai décidé de rester. Parce que quand on a vendu la boîte, on ne gagnait pas d'argent encore. Et je sais pas, j'étais assez investi dans ce produit. J'avais envie de voir réussir au niveau non seulement d'utilisation, parce que ça c'était une réussite exemplaire, mais aussi au niveau économique et financier. Je voulais vraiment que ce soit un business rentable. Et puis finalement, je me suis un petit peu laissé entraîné par les gens que j'ai rencontrés chez eBay, qui étaient des gens remarquables, qui sont aussi aujourd'hui des amis assez proches. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle je suis resté. Tu nous disais tout à l'heure que tu as des jumeaux. Quel âge ont-ils? Alors, ils vont avoir 17 mois dans 13 jours, 16 mois et demi. Alors raconte-nous comment, c'est ton aventure pour avoir des jumeaux. Parce que c'est une grande aventure. C'est une aventure. Alors c'est une grande aventure. Uniquement. Je ne vais pas vous raconter les détails les plus concrets, mais c'est une grande aventure uniquement possible en Californie ou dans certains États américains, parce que mon compagnon Benoît et moi, on ne peut pas avoir d'enfants en France, parce que l'adoption pour les couples homo est impossible, ou alors il faut se cacher et puis on n'avait pas envie de se cacher. Et puis bien sûr, tout autre moyen plus naturel pour avoir des enfants était impossible, bien sûr. Et donc il y a 3 ans, il y a 4 ans, j'ai rencontré un collègue chez eBay que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Louis Monnier, qui s'occupait du moteur de recherche d'eBay. Qui est venu. Ah, qui est venu, c'est d'accord, très bien. Donc Louis, un jour, envoie un email à Terre Entière en disant mes jumeaux sont nés, les photos, etc. sont dans les boîtes ici. Et donc quelques semaines plus tard, j'ai déjeuné avec lui, j'ai dit Louis, d'ailleurs, comment ça se fait que tu as des enfants juste maintenant? Parce qu'il avait, je sais pas, 50 ans. Et il m'explique un petit peu le processus compliqué dans lequel ça faisait 20 ans que sa femme et lui avaient essayé d'avoir des enfants, mais ça ne marchait pas pour plein de raisons. Et il y a 1 an avant la naissance, ou 2 ans avant la naissance de ses jumeaux, il a compris ils ont compris qu'ils pouvaient avoir des enfants par porteuse. Alors, non seulement porteuse pour porter les embryons, mais aussi donneuse d'ovules. Parce que pour des raisons compliquées, il fallait à la fois une dame qui donne ses ovules et une autre dame pour porter les embryons, ou l'embryon. Je lui ai dit, mais c'est de la science-fiction, ça. Donneuse d'ovules, porteuse, j'étais un petit peu, je n'étais pas au courant encore, aucune idée que ça existait. Et il me dit, bah non, c'est pas de la science-fiction. Tiens, je vais t'envoyer quelques emails avec des liens pour que tu puisses te renseigner. Donc je commence un petit peu à faire mon enquête. Et je rencontre l'avocate qui s'est occupée finalement de toute leur démarche, qui les avait mis en contact avec la dame qui a donné ses ovules, ensuite la dame qui a porté les embryons. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait depuis la fin des années 70 ici en Californie, on peut avoir, ils appellent ça ici assisted reproduction. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, très américaine, assisted reproduction, très politiquement correct. Et donc c'est pour tous les couples, principalement d'ailleurs les couples hétéros, qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui vont faire appel à des dames pour porter leur embryon ou de l'ovule, ou le cas extrême, ovule et embryon. Et donc, quand j'ai compris un petit peu ce qui se passait, the light bulb. Et
Et donc, ça faisait longtemps qu'on avait... Donc, Benoît et moi, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on est ensemble, et ça faisait longtemps qu'on parlait d'enfants, et on se posait vraiment pas mal de questions. Est-ce qu'on va être des bons parents? Est-ce que pour les enfants, avoir deux papas, c'est un truc qui va être un problème? Et puis finalement, on s'est dit, on va se lancer, on va le faire. Et donc l'histoire de Louis nous a beaucoup inspirés et nous a motivés, et puis on l'a fait. Et Loris et Alexandre sont nés le 16 octobre 2006. On n'a pas besoin de te demander si tu es content. Fatigué parfois. Et donc, ça 4 fois, 5 fois par jour. Oui, en passe. Voilà, dans les films. Et j'ai essayé en plus. T'as essayé la concurrence? J'ai essayé la concurrence, non, pas exprès, parce que je n'avais pas trouvé de Pampers dans un magasin, donc j'achète l'autre. C'est nul. Il y a eu une pipi qui est sortie le soir. Et 16 mois, 17 mois, c'était un peu tôt pour partir en voyage. On est déjà parti. Un très bon ami qui s'est marié cet été dans le sud de la France. Donc on est allé. Vous êtes allé en France? C'était long. C'était 18 heures de voyage. Parce qu'on a fait le vol San Francisco-Paris. Ensuite, on a changé d'aéroport pour aller. Ils avaient un an. Ils avaient quoi? Moins d'un an. Ensuite, on a changé d'aéroport de Roissy à Orly, parce que le vol pour Toulon était à Orly. Et ensuite, on prend le vol Orly-Toulon. Ensuite, on loue une voiture pour monter à Saint-Tropez. Et le tout, c'est 18 heures. C'était hyper compliqué. Mais on a survécu. Oui, mais c'est les enfants du tué. Non, ils ont dû vous tuer. Non. Je pense que là, mon frère se marie en mai, donc on va aller à son mariage. Là, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils marchent, ils sont un petit peu ingérables en ce moment. Je me demande comment on va faire. On a demandé aux médecins, aux pédiatres d'ailleurs, est-ce qu'il y a un truc qu'on peut leur donner pour... non, c'est hyper choquant. Non, j'ai bien, les pédiatres ici, par contre, si tu poses la question, si tu poses la question, pas encore posé la question à des pédiatres français, ils vont te dire oui, il y a des solutions. Tu verras. Et comment tu as vécu ça dans les yeux de ta famille, toute cette aventure d'avoir des enfants? Les yeux de la famille, au début, tout le monde était un petit peu incrédule, parce que bon, c'était un peu la réaction. C'est pas le truc habituel quand même. Non, c'est pas habituel. Et puis, alors si on n'habite pas particulièrement dans cette région, il n'y a pas vraiment d'exemple à dire, ah bah tiens, oui, je connais un tel. C'est tellement exceptionnel, c'est un petit peu de la science-fiction aussi, finalement. C'était la première réaction que j'ai eue, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? Et ensuite, il y a eu, c'était la première réaction. La deuxième réaction, c'est mais si la porteuse change d'avis et vous prend... non, il ne faut pas s'inquiéter. Et ensuite, il y a eu finalement quand on est tombé enceinte, finalement c'est les réflexes qui ont repris le dessus et puis les grands-parents sont contents. J'imagine, ils doivent être gâteux. Disons que c'est toujours très précieux d'avoir un enfant et d'avoir des jumeaux bien sûr, mais quand on sait à quel point ceux-là en particulier ont été désirés et combien il a fallu travailler pour qu'ils viennent, je pense que pour les grands-parents c'est encore plus... Ça a du sens. Ouais. Écoute, c'est là-dessus je vais te remercier et te livrer aux questions de Lyon. Je te jette au Lyon. Alors, au tout début, quand tu as acheté le nom du site internet,
Qu'est-ce que tu avais en main à part l'idée? Est-ce qu'il y avait déjà un travail technique qui était fait ou pas? Oui, Pierre-François avait dans son équipe de sa boîte Minitel un développeur qui avait commencé à bosser sur le site. Donc on avait un embryon, on avait des idées un petit peu basiques du produit, de ce que ça allait ressembler. Et puis il avait commencé à travailler sur le code, disons, 5 ou 6 semaines avant notre discussion avec Pierre-François. Donc il y avait une petite démo à nous montrer. Mais c'était une démo sans UI, sans rien, donc c'est juste pour voir, ah bah tiens, je rentre ça, le moteur d'enchère fonctionne, donc quelqu'un d'autre enchérit, ça marche, le prix monte. Donc c'était plus une démonstration produit au sens technique, plutôt qu'une démonstration produit au niveau prototype qu'on peut imaginer, qu'on développe pour expliquer le concept ou pour obtenir un financement. Et quand on a cherché notre financement, on avait déjà un site qui était un petit peu plus robuste. Et donc c'était plus simple finalement d'obtenir un financement. Et puis on a obtenu aussi notre premier financement à des valos qui étaient incroyables, parce que le premier financement, donc on avait 0 business, 0 activité, on était 4. Et Goldman a investi 12 millions d'euros sur une valo de 85 millions. C'était n'importe quoi. C'était en 99 aussi. Donc c'était un petit peu, je pense, c'est un petit peu un contexte exceptionnel. Et puis tout le monde avait vu eBay, à l'époque c'était déjà un grand succès au niveau de son introduction en bourse, donc finalement on a pu faire jouer la concurrence, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient investi, et puis tiens, on a fait une sorte d'enchère, 85 millions, ni plus. Finalement c'était eux qui l'avaient remporté. Oui. Pourquoi eBay vous a acheté? Parce que à l'époque, eBay était principalement basé aux États-Unis. Ils avaient un business en Angleterre sur leur site ebay.co.uk et n'étaient pas vraiment présents dans les pays où eBazaar était le leader de l'e-commerce et avait une position très très forte au niveau de cette dynamique de place de marché dont je parlais, qui est une dynamique qui fait qu'un nouvel entrant va avoir beaucoup de difficultés pour créer cette dynamique de l'offre et la demande. Donc, au lieu de dépenser beaucoup d'argent et d'essayer de nous concurrencer, ils se sont dit autant racheter l'entreprise et puis essayer de s'assurer de mettre en place les équipes, la techno, etc. pour migrer toute cette dynamique de place de marché d'eBazaar à eBay. C'est un petit peu ça ça accélère leur développement. Puis ça leur coûte du capital plutôt que du cash flow qui est, comme vous le savez, une perspective très importante au niveau financier ici. Oui. Donc je me sens que c'était basé sur le même principe des enchères inversées. On a fait des achats groupés. Donc à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens du modèle de Mercata. C'était une boîte qui a valu aussi 3 milliards dans le Nasdaq entre 99 et 2000. C'était le truc. À l'époque, avec la découverte d'Internet, tous les modèles de pricing dynamique ont finalement trouvé un médium qui est l'Internet qui permet ce pricing dynamique de façon hyper transparente et de façon massive, avec une clientèle de consommateurs de base. Et donc, ce que eBay avait inventé, c'est les enchères, à adapter à Internet les enchères classiques. Ce qu'on appelle dans le langage interne Chinese auction, qui est le principe de l'enchère chinoise. Et ensuite, on a lancé d'autres modèles aussi d'enchères qui s'appellent les Dutch auctions, dont je ne sais pas si vous avez essayé c'est un peu compliqué, mais c'est quand il y a plusieurs quantités et quantités de multiples du même produit et que les gens enchérissent à des prix différents, qu'est-ce qu'il va obtenir au meilleur prix. Et à l'époque, en 1999, Mercata avait lancé le principe des enchères inversées. Et nous, on avait adapté ce concept en lançant eBazaar achat groupé. Et le principe, c'est on a une quantité de X de produits. Donc on vend
caméra Nikon, tiens, on va utiliser le prochain appareil de Jean-Louis, le Nikon D3. On a 50 Nikon D3 et il faut qu'on les vende. Et d'ailleurs, il faut qu'on les vende à telle date. Et plus le temps avance, plus le prix baisse. Et évidemment, les gens peuvent arriver pour acheter. Et puis, si tout le monde achète, il n'y a plus de produits. Donc, il y a une optimisation finalement du temps. Et ça a bien marché. Ça a très, très bien marché aussi. Et je pense que c'est un modèle qui peut fonctionner. Le problème, c'est plus d'avoir des grandes quantités de produits, ce qui n'est pas vraiment le modèle d'eBay où finalement c'est plus des particuliers qui vendent des produits. Si tu devais aujourd'hui recréer une place de marché sans les moyens d'eBay, mais toujours avec du mass market, quels seraient les moyens que tu emploierais pour créer cette dynamique vertueuse? Ben, je pense que la première chose qu'il faudrait considérer, c'est une place de marché horizontale. Pour concurrencer eBay, ça ne va pas marcher. Donc il faut essayer de voir quels sont les marchés verticaux, les industries ou des secteurs particuliers qu'on veut cibler et où on pense que l'offre existante n'arrive pas vraiment à répondre aux attentes soit des marchands, soit des acheteurs. Et connaissant eBay de l'intérieur, je peux dire qu'il y en a plein. Et il y a plein d'inefficience ou d'inefficacité dans les marchés. Et eBay, en revanche, au niveau horizontal, a atteint une telle masse critique que c'est pas la peine d'essayer de se lancer en concurrence directe par rapport à eBay. Donc, je dirais d'abord identifier le marché qu'on veut cibler, un marché plutôt limité en termes de catégories. Donc, supposons que le vin, ça ne se fait pas très bien sur eBay. Plein de raisons. Si vous regardez sur eBay, effectivement, il n'y a pas beaucoup de vin, pas beaucoup de choix. Et supposons que les gens veulent acheter du vin sur Internet et que les producteurs veulent en mettre en vente. Alors, bon, ça, c'est une idée de créer une place de marché très spécialisée dans le vin, qui va mettre en place des fonctionnalités, etc., qui vont être très ciblées vis-à-vis des marchands, des producteurs et des acheteurs. Ou un autre modèle complètement opposé, c'est une place de marché sur les produits qu'on appelle les digital goods, les produits électroniques. Donc il y a beaucoup de produits électroniques, pas l'électronique grand public, mais les produits digitaux, donc downloads, etc. Donc il y a pas mal de produits digitaux qui se vendent sur eBay, mais on ne fait rien vraiment pour encourager, parce que c'est fait de la même manière. Donc on peut se dire, bah, tiens, on va se lancer. Donc c'est la première chose que je ferai. Je choisirai une catégorie bien spécifique, où on pense que les besoins des consommateurs ne sont pas vraiment bien satisfaits. Et ensuite, il faut créer un bon produit, quoi. Il faut commencer par le produit. Et je crois je pense que c'est facile de créer un bon prototype d'un produit idéal et d'obtenir un financement par rapport à un concept qui est bien établi, mais ça ne suffit pas. Le prototype, je pense qu'il faut montrer un certain engagement, un certain nombre d'utilisateurs, un début d'activité. Et donc là, je dirais que si on fait le tour des angels, je pense qu'il faut essayer avec 400 000, 500 000 $ de lancer cette dynamique. Et dans le cas où il y a une dynamique qui existe, je pense que le financement peut exister. La mère Denis en 2008, ce serait quoi? La mère Denis en 2008, malheureusement, s'appelle SEM et SEO. Je pense que la mère Denis est un épisode du passé, malheureusement, qui peut exister. En tout cas, maintenant, du développement d'Internet. En revanche, je crois qu'il y a un aspect qui était très fortement lié à la mère Denis, dont on n'a pas tellement parlé, parce que c'est un petit peu moins spectaculaire et moins rigolo. C'est
les premiers utilisateurs, qui sont ces premiers, qui est la cible. Et finalement, nous, dans les choix de nos produits, dans les pubs de Simone, on avait mis en avant des produits de collection et des produits un peu d'émotion. Et on n'a pas mis des produits de grande consommation un petit peu anonymes et de commodité. Donc la guitare électrique, le timbre, etc. Et je crois que pour n'importe quel produit, il faut vraiment réfléchir à la cible et pour réfléchir à ces utilisateurs qui vont être les premiers à découvrir et qui vont être les leaders d'opinion et qui vont en parler. Et c'est typiquement les utilisateurs qui vont trouver le meilleur bénéfice finalement, les plus passionnés par ce qu'on leur propose. Et chez eBay, ça a été pendant très longtemps les collectionneurs. Et c'est toujours d'ailleurs une très grosse partie du business, c'est toujours entre 10 et 20% du business eBay, c'est des gens qui collectionnent tout et n'importe quoi. La longue queue. Exactement. Oui. Question concernant, aujourd'hui c'est le grand public qui utilise eBay. Est-ce qu'on pourrait imaginer que demain sur les groupements d'achat, ma question par rapport à LinkedIn, qui est ouverte au grand public jusqu'à l'année dernière, aujourd'hui c'est les corporates qui se disent que ça peut être envisagé. C'est envisagé. Alors, c'est un modèle très différent. Si tu veux, la force d'eBay, c'est la force de son trafic d'acheteurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner beaucoup d'argent. C'est pas tellement la plateforme technique qu'on met en place pour les vendeurs. Le business de plateforme technique, c'est un business qui est bien, mais c'est un business qui n'est pas le même genre de marge qu'eBay. Les marges d'eBay, c'est operating margin de 55%. Donc c'est extrêmement juteux. Et les vendeurs, ce qu'ils achètent, le service d'eBay qu'ils achètent, c'est bien sûr les services de vente, la boutique, etc. Mais c'est pas ça qui valorise le plus. Ce qui valorise le plus, c'est les acheteurs, c'est les commandes. Et ça, c'est foncièrement un business de B2C ou C2C. Donc, pour eBay, pour que eBay rentre dans un business plutôt B2B, où finalement le modèle, c'est plus la mise en place d'une force de vente, la mise en place des marchages, etc. Il y a une certaine synergie, parce qu'on peut réutiliser la plateforme technique, mais pas tellement. Et donc, il n'y a pas vraiment plus de raisons qu'eBay se lance dans ce business qu'une start-up qui a une super équipe, une super idée pour le faire. Il n'y a pas plus de synergie. eBay a augmenté ses tarifs de nouveau récemment et ça a fait oui. Est-ce qu'il y a une élasticité de prix qui est très importante chez eBay? On oui. peut continuer de faire ça, même si quelques genre la marge ne sont pas contents, mais ça compte. Mais la machine continue d'avancer et les profits augmenter. Je pense pas que c'est... Alors, dans la presse, on a beaucoup parlé d'augmentation de prix. En fait, si tu regardais un petit peu les détails, c'est comme d'habitude. Dans la presse, on essaie un petit peu de simplifier les choses. On a augmenté certains prix, mais baissé beaucoup d'autres prix. Et c'est un signal, c'est un changement en fait dans la stratégie de la boîte au niveau pricing. Parce que les prix qu'on a baissés d'abord, c'est les frais d'insertion. Donc aujourd'hui, pour mettre en vente un produit, il faut payer un frais d'insertion, des frais d'insertion de 35 centimes. Et ensuite, il y a un autre type de frais qui est le frais de succès. Donc quand le produit se vend, il y a une commission à la vente de 5%. Donc on a augmenté la commission, mais on a diminué les frais d'insertion. Donc bien sûr, tout le monde se souvient de l'augmentation, mais pas de la commission. Ça, c'est un petit peu le principe de... Et on prend pour acquis les bonnes choses et puis on regarde que les choses qui nous fâchent. Mais au niveau de la stratégie de la boîte, ça c'est un vrai changement au niveau du modèle économique. Notre modèle économique aujourd'hui est finalement bicéphale. Il repose autant sur les revenus liés à l'insertion que les commissions liées au succès de la vente. Et on pense qu'à terme, c'est un modèle qui va s'orienter beaucoup plus vers le succès à la vente. C'est le marché de demande, les vendeurs le demandent. Et évidemment, quand on passe à ce genre de modèle, il faut mettre en place énormément de changements dans la dynamique de la place de marché.